Alors selon les pays, en Chine, je crois que leur nom c'est petit chat ours. Voilà, donc parce que on décrit ce à quoi ça nous fait penser. Aude, vous êtes vétérinaire ici à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. On est venu un peu spécifiquement ce matin pour voir les pandas roux et notamment voir comment vous les soignez, comment vous en occupez. Alors première question un petit peu focus sur les pandas roux. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu cette espèce, d'où est-ce qu'ils viennent? Alors les pandas roux, c'est une espèce assez particulière. Déjà ce sont des animaux très mignons, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Ce sont des animaux qui sont originaires de la chaîne de l'Himalaya et qui débordent aussi un peu vers la Chine. Voilà. Donc ce sont des animaux qui vivent plutôt en altitude, au-delà généralement de 2000 mètres d'altitude, et ils vont chercher des forêts plutôt tempérées avec des bambous parce qu'ils mangent des bambous. C'est la base de leur alimentation en fait. D'ailleurs c'est assez spécial parce que ce sont des carnivores, donc ils sont classés parmi les carnivores. Mais finalement, ils ne mangent pas beaucoup de proies en fait. C'est plutôt des bambous la base de leur alimentation. Des bambous, des fruits, vous nous l'avez montré tout à l'heure. Voilà, on est sur des fruits mais pas trop. Alors, vous l'avez dit, c'est trop sucré. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, Voilà. Alors leur régime alimentaire dans la nature, c'est essentiellement du bambou. Ils ont un système digestif qui s'est adapté pour pouvoir manger du bambou. Et c'est une alimentation qui est assez pauvre, donc ils ont besoin d'en manger beaucoup. Ils en mangent plusieurs kilos, s'il faut. Mais ils mangent aussi de temps en temps, ils peuvent aller chercher un œuf dans un nid d'oiseau. Donc nous ici on leur donne un œuf une fois par semaine. On va augmenter aussi, quand c'est la période de reproduction, on va augmenter aussi l'apport en protéines. Et puis ils peuvent manger aussi d'autres végétaux. Dans la nature ils vont manger quelques feuilles, du lichen, des choses comme ça. Et effectivement ils sont très friands de fruits. Alors on va limiter parce qu'ils vont avoir tendance à l'embonpoint, ils peuvent grossir facilement. Donc on limite l'apport en fruits. Ici, vous produisez le bambou que vont manger les pandas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette production locale, finalement, de nourriture? Alors, on a la chance d'être au Jardin des Plantes et on fait pousser plusieurs variétés de plantes, d'espèces locales. Et on essaye de faire pousser des plantes comestibles pour les animaux. Donc, tout notre bambou, celui qu'on donne en branchage aux animaux, vient de la ménagerie du Jardin des Plantes. Et c'est uniquement local. Vous parlez de période de reproduction, quel âge ont... Alors déjà, comment ils s'appellent les deux pandas roux qu'il y a ici à la ménagerie et quel âge ils ont? Alors, on a Maya qui est notre femelle. Donc Maya, elle a 16 ans. 16 ans, c'est très vieux pour un panda roux. Mais elle est encore vive, elle se déplace bien, vous avez pu voir. Elle ne montre pas trop de signes de vieillesse pour le moment. Donc elle va plutôt bien. Maya est déjà mamie, hein. Elle s'est reproduite plusieurs fois. Elle a eu des jeunes qui sont partis dans d'autres parcs zoologiques et qui se sont eux-mêmes reproduits. Voilà. Et puis elle est accompagnée de Tajmin, lui qui a 5 ans, donc qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Et voilà, donc c'est le mâle. On n'espère pas vraiment de reproduction entre eux, parce que Maya est déjà âgée. Et donc ça fait quelques années qu'elle a arrêté d'avoir des petits. Ça marche pour cet aspect-là, donc voilà, combien de temps ils vivent? Ça va jusqu'à quel âge la Maya? On peut espérer la voir jusqu'à combien de temps à peu près? Alors je crois que le record, l'un des pandas qui a vécu le plus vieux, c'est aux alentours de 19 ans. En tout cas dans le programme d'élevage européen, parce que ce sont une espèce qui fait l'objet d'un programme d'élevage. C'est une espèce qui est en danger d'extinction dans le milieu naturel. Donc voilà, il y a un effort de conservation qui est fait. Et donc le panda le plus vieux, je crois que c'est 19 ans. Ouais. Mais généralement c'est plutôt 12-14 ans, l'âge de fin de vie. Ouais. L'âge moyen. Vous avez parlé du fait que c'était une espèce en voie d'extinction. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça veut dire justement d'être une espèce en voie d'extinction? Alors une espèce en voie d'extinction, c'est-à-dire que dans la nature, les populations diminuent. Le panda roux, les populations ont diminué de 40% en 50 ans à peu près. Là, les comptages sont difficiles, hein, toujours à faire dans la nature. On estime qu'il y a moins de 10 000 animaux encore qui restent dans la nature. Et malheureusement, l'habitat continue d'être dégradé à cause de l'activité humaine. Donc voilà, ils sont toujours en danger d'extinction. Alors il y a des programmes de conservation sur place qui se font avec des espaces protégés, des forêts qui sont protégées pour le panda roux et aussi pour d'autres espèces. Donc au niveau local, c'est plutôt un succès. Donc ça se passe sur place. Là, vous dites qu'il y a des programmes de conservation au niveau européen. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui.
Alors tous les animaux qui sont en parc zoologique, les pandarous qui sont en parc zoologique, font partie d'un programme. Il y a un coordinateur qui se charge justement de faire un peu les mariages arrangés en fonction de la génétique des animaux pour avoir une population viable sur le long terme. Et l'idée en fait c'est d'avoir une population de réserve, quoi. Parce que si les populations sauvages continuent de diminuer, on aura cette population qui est pas insignifiante puisqu'il y a presque 500 animaux rien qu'en Europe. Donc ça représente quand même une part importante des animaux sur Terre de pandarous. Donc voilà, cette population est gérée de près pour éviter la consanguinité, voilà, pour éviter que certaines tares apparaissent, tout ça. Alors là, on parle de conservation, enfin de programmes qui sont élaborés par les zoos, qui sont à la fois d'État ou alors privés. J'imagine, on reviendra là-dessus après. Est-ce qu'il y a des programmes de réinsertion dans l'état naturel ? Alors la priorité, généralement, c'est plutôt de conserver ceux qui sont déjà sur place, en fait. Donc de faire en sorte que les animaux qui sont sur place ne disparaissent pas. Parce que réintroduire des animaux dans un espace qui n'est pas protégé, c'est voué à l'échec. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et puis juste lâcher un animal dans la nature, ça ne signifie rien, ça mène à rien. Ce sont des animaux qui sont nés en captivité. Donc il faut une phase d'adaptation. Et puis après, il faut un suivi pour être sûr que ça se passe bien. Donc ça, c'est beaucoup d'efforts. Et cette énergie-là est généralement plutôt concentrée pour préserver l'habitat qui existe déjà et les animaux qui sont déjà sur place. La réintroduction, le relâcher dans la nature ou le renforcement de population, ça arrive, je vais dire, en dernier recours. C'est presque déjà trop tard, en fait. Voilà. Donc nous, c'est vraiment une population de réserve, une assurance pour le jour où, on n'espère pas, mais peut-être un jour, ça sera trop tard. Voilà. Donc si malheureusement l'espèce venait... Donc pour le moment, on préserve plutôt les espèces. Ouais. D'accord, c'est super intéressant justement d'avoir ce lien où on se dit mince, ils sont en captivité, mais voilà, oui. Il faut aussi se permettre de préserver en effet, et d'avoir pour vous un impact sur l'aspect de préservation de l'habitat local avant tout. C'est ça. Alors ces animaux-là qui sont en captivité font aussi l'objet, par le biais du programme d'élevage, de soutien à des fonds de conservation locaux. C'est-à-dire que le programme d'élevage européen est fortement lié à des associations locales pour mener des campagnes, justement, payer des gens qui vont faire des rondes, des rangers, des gens locaux, s'occuper de faire des suivis, etc. Voilà. Donc c'est un peu, ces animaux-là sont un peu un porte-drapeau, un étendard pour les animaux, leurs congénères qui sont sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors peut-être faire un petit brief sur l'histoire de la ménagerie et en fait pourquoi les pandarous se sont retrouvés ici finalement à la ménagerie du Jardin des Plantes? Alors la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est le deuxième zoo le plus vieux du monde. Qui a été ouvert en 1793, donc plus de 200 ans d'existence. D'ailleurs, le nom ménagerie est historique, puisqu'en fait, on est un parc zoologique comme un autre. À l'époque, on appelait ça des ménageries. Des ménageries où le but était d'avoir beaucoup d'espèces, assez diversifiées, un maximum d'espèces, et on ne se souciait pas du bien-être animal en termes d'espace. Donc il y avait des éléphants, des girafes, des ours, des lions, il y a à peu près toutes les espèces possibles qui sont passées par la ménagerie. Voilà. C'est plus le cas actuellement. On a une politique justement de faire partir plutôt les grosses espèces, de se concentrer sur les espèces de petite et moyenne taille avec un accent sur la conservation. Donc le pandarou était tout indiqué puisque ici avant c'était une fosse aux ours. Il y avait des ours bruns qui étaient ici, qui sont partis en 2004 dans un autre parc zoologique. Et on a converti cet enclos où les animaux étaient en fait en bas dans une fosse, ils ne voyaient pas ce qui se passait autant d'être entre quatre murs comme ça. Et on a fait monter du relief pour avoir un espace en 3D plus complexe pour pouvoir mettre une petite espèce comme le pandarou. Voilà. Alors combien d'espèces ? C'est à peu près une centaine d'espèces qui sont présentées. Ça varie en fait en fonction des années, des événements, etc. et des intérêts de conservation. On peut décider de changer une espèce pour avoir plus d'intérêt de conservation, etc. Pour revenir aux pandarous, voilà, on les a un petit peu regardés. Ils ont l'air absolument mignons comme ça, mais quel est leur vrai caractère derrière? Quelle est leur vraie nature? Alors les pandarous effectivement sont assez placides. Ils ne vont pas avoir un naturel agressif. Ça reste des animaux sauvages, c'est-à-dire que si on va les embêter, ils peuvent nous agresser, c'est normal. S'ils se retrouvent dans un coin et qu'ils ne peuvent pas s'échapper, ils vont avoir tendance à nous agresser. Mais par contre, la première réaction, c'est plutôt la fuite. Donc là, vous avez vu, quand je leur donne à manger, on les habitue à venir nous voir
en fait, on est un événement positif pour pouvoir leur faire des soins, les vaccins par exemple, les déparasitages, etc. Un événement non stressant dans leur vie. Donc on leur donne des morceaux de fruits. Donc plutôt placide. Alors on les a vus du coup se nourrir là ce matin grâce à vous. Qu'est-ce qu'ils font du reste de leur journée? Alors ils passent beaucoup de temps à se nourrir. En fait, comme le bambou, c'est une alimentation qui est très pauvre, donc ils ont besoin d'en manger beaucoup pour en tirer de l'énergie. Ce qui fait que dans la nature, ils passent tout leur temps à manger ou dormir. Voilà. C'est un peu ce qui se passe ici aussi. Donc on leur met des branchages de bambou qu'on va couper directement dans la ménagerie, qu'on fait pousser ici. Et on leur change 2 fois par jour leur branchage de bambou. Voilà. Petit mot sur vous maintenant et votre parcours. Vous êtes vétérinaire. Comment on en vient dans ces études de vétérinaire à se dire je vais soigner dans une ménagerie? Quel est le parcours en fait que vous avez eu? Alors en fait oui, comment on en vient à être vétérinaire dans un parc zoologique? En fait chacun a un parcours différent. Le mien, en fait, j'étais d'abord intéressée par le comportement animal. Et j'ai commencé à faire des études de vétérinaire parce qu'on m'avait expliqué qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de débouchés dans l'étude du comportement animal. Donc j'ai fait des études vétérinaires, puis j'ai trouvé ça super chouette. Je me suis dit pouvoir soigner des animaux c'est bien. Et j'ai cherché un métier qui permet d'allier le comportement animal avec le soin vétérinaire, le comportement d'animal sauvage. Donc je me suis orientée vers le parc zoologique. Et depuis, j'ai découvert tout l'aspect conservation que je ne connaissais pas avant, parce que j'allais visiter un parc zoologique plutôt pour le loisir. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait un effort derrière. Et j'ai découvert tout cet aspect-là qui est vraiment fascinant et qui prend un peu le pas maintenant aussi sur le reste, parce que c'est vraiment notre motivation première. Comment vous faites à la fois un travail donc, de préservation des espèces, mais aussi de prévention des gens par rapport aux espèces en voie d'extinction. Quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer pour encore plus prévenir et que les gens fassent encore plus attention? Le petit panda est vraiment extrêmement mignon. Pour nous, c'est aussi présenter cette espèce, c'est un moyen d'appel pour intéresser les gens, parce que c'est très mignon. Et ça nous permet de parler de la biodiversité d'une manière générale et aussi d'alerter sur nos espèces locales, parce qu'on a un impact fort aussi sur les espèces qui sont locales. Donc ce qui se passe sur la chaîne de l'Himalaya en Chine, ça se passe aussi finalement chez nous. Donc c'est un moyen aussi quand on fait des animations, quand on fait le week-end du panda où on explique ces choses-là, on parle aussi de nos espèces locales qui sont aussi en danger parfois. Et donc on essaye de décliner toutes les actions qu'on peut faire pour les préserver. Super. Merci beaucoup en tout cas. Le panda roux, c'est une espèce à part. En fait, maintenant il y a 2 espèces de panda roux d'ailleurs. Qui est plutôt proche des ratons laveurs, des belettes, etc. Alors auparavant, on les classait plutôt parmi les ours. Et au final, ils sont plutôt éloignés des ours. Donc ça, c'est assez étonnant. Alors, la question qu'on n'a pas posée du coup, mais là, ça m'y fait penser. Pourquoi les appeler les pandas roux? S'ils se rapprochent plutôt des blaireaux et avant on pensait que c'était des ours, pourquoi finalement cette appellation? Alors, selon les pays, en Chine, je crois que leur nom, c'est petit chat ours. Voilà, donc parce que on décrit ce à quoi ça nous fait penser. Donc les premières personnes qui ont décrit, donc, ça ressemble un peu à ça, donc voilà. Alors panda, en fait, c'est un nom a priori qui viendrait du népalais et qui veut dire mangeur de bambou. Donc on n'est pas vraiment sûr, mais bon, a priori c'est peut-être ça. En tout cas, il a été décrit comme un mangeur de bambou, comme le panda géant. C'est pour ça qu'on les a appelés tous les deux des pandas. Donc le panda roux, c'est le petit. C'est le petit panda, ou alors panda roux puisqu'il est roux.